Notre Lune pourrait cacher bien plus de poches d'eau que les scientifiques ne le pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges froids. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tiens près d'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verras de telles ombres partout, représentant une surface cumulée de 39 000 km². Certains pièges froids minuscules ne font qu'1 cm de large, tandis que d'autres sont des centaines ou des milliers de fois plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité permanente et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions. Notamment de petites plaques de glace, pas plus grandes qu'une pièce d'1 centime, mais tout de même potentiellement utilisables pour abreuver les astronautes ou pour le carburant de leur fusée. La majorité de l'eau pourrait être piégée dans du verre ou quelque part entre les grains de la surface lunaire. Selon une théorie, 40 000 km² de la surface lunaire pourrait avoir la capacité d'abriter de l'eau. Mais personne ne peut encore le prouver, à moins de s'y rendre en personne ou d'envoyer des rovers pour creuser sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche et dépourvue de couleurs. Les astronautes d'Apollo qui y ont atterri en 1969 ont dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. Les régions montagneuses sont jaunâtres avec de légères traces roses et pâles. Les couleurs ne sont pas les mêmes partout à cause des différentes quantités de métaux divers qui sont présents sur la Lune, comme le titane ou le fer dans les minéraux de surface. Nos yeux ne sont pas assez sensibles pour percevoir de telles différences à cette distance. Mais la majorité de la surface lunaire est constituée de minéraux naturellement gris et c'est la couleur que nous distinguons le plus depuis notre planète. Quand tu es dans l'espace, tu ne peux pas marcher sur le sol de ton vaisseau. Pas de gravité, donc pas besoin de porter de chaussures. C'est pourquoi les astronautes portent le plus souvent des chaussettes et y ajoutent éventuellement une autre paire plus chaude lorsqu'ils ont froid. Mais quelque chose d'étrange pourrait arriver à tes pieds pendant que tu es là-haut. Tout d'abord, si tu as des callosités, elles peuvent tomber au bout d'un certain moment. Un astronaute a décrit son expérience et a dit que la plante de ses pieds était devenue très douce, tandis que la peau du dessus était devenue très rugueuse, comme une peau de crocodile. Il utilisait le dessus de ses pieds pour se déplacer le long des rampes dans la station spatiale où il séjournait. Ce n'est pas facile là-haut. Les astronautes de la Station spatiale internationale, ISS, ont besoin d'utiliser des cale-pieds et des boucles pour rester stables lorsqu'ils doivent faire des choses ordinaires, comme se raser par exemple. Quand ils veulent faire de l'exercice, ils peuvent attacher leurs pieds à des chaussures fixées aux appareils de musculation. Il est essentiel qu'ils fassent beaucoup plus d'exercice que sur Terre, environ 2 heures par jour. Parce que sans la gravité qui nous maintient au sol, le corps humain n'est pas habitué à bouger ou à effectuer les gestes que nous faisons normalement. De plus, si tu restes dans l'espace pendant une longue période, tu peux perdre une grande partie de ta masse osseuse et musculaire. Par exemple, tu peux perdre près de 20% de ta masse musculaire en ne passant que 11 jours en apesanteur. Mais au fait, là-haut, les poids ne servent à rien, puisque l'apesanteur les affecte aussi. À la place, les astronautes utilisent un appareil équipé de 2 petits réservoirs qui créent un vide contre lequel s'exercer au moyen d'une longue barre. Sur l'ISS, ils ont également accès à un vélo et à un tapis de course. Savais-tu que la NASA avait dépensé des millions de dollars pour développer un stylo avec lequel tu peux écrire en apesanteur? Un crayon n'est pas la meilleure solution pour les voyages dans l'espace. Il se casse très facilement, ce qui peut laisser de la poussière de graphite en suspension. De plus, ils sont en bois, ce qui entraîne un risque élevé d'incendie dans la capsule pressurisée et riche en oxygène. C'est pourquoi même un objet aussi banal qu'un crayon peut mettre ta vie en danger dans l'espace. Ils ont donc dû développer le stylo spatial. Il écrit de façon nette et précise et ne dépend pas de la gravité pour faire couler l'encre. Au lieu de cela, il utilise de l'azote comprimé pour forcer l'encre à sortir de l'embout. Ainsi, tu peux écrire tout en flottant la tête en bas ou même en étant immergé sous l'eau. Même lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronautes sont toujours confrontés à des choses triviales, comme cette désagréable sensation de démangeaison sur le visage. Mais ils ne peuvent pas se gratter lorsqu'ils sont dans leur combinaison spatiale. Ils sont obligés d'improviser. Alors parfois, ils se grattent contre le microphone fixé à l'intérieur de leur casque. Ou bien ils fixent des patchs de velcro à l'intérieur pour parer à ce genre de désagrément. L'un des problèmes les plus complexes des voyages spatiaux est de savoir comment protéger les astronautes des radiations spatiales. Notre corps n'a pas évolué pour gérer les tempêtes de protons ni les rayons cosmiques provenant du Soleil.
Évidemment, les combinaisons spatiales et le reste de l'équipement sont essentiels. Certaines recherches ont également démontré qu'un régime riche en antioxydants, comprenant beaucoup de légumes comme les épinards, les tomates et la betterave, était prometteur lorsqu'il s'agissait de réduire les effets nocifs des radiations. Les astronautes n'ont pas toujours porté des combinaisons spatiales blanches. Pendant le premier projet de vol spatial habité de la NASA, appelé Projet Mercury, ils disposaient de combinaisons argentées. Mais à l'époque, aucun des astronautes n'est sorti pour explorer le vide de l'espace. L'argent n'est pas la couleur optimale pour cela, car les combinaisons spatiales doivent être très réfléchissantes. Le blanc s'avère être la meilleure option. Cette couleur est la plus efficace pour réfléchir les radiations dans l'espace. Sur Terre, l'atmosphère agit comme un bouclier qui nous protège de 77% des radiations provenant du Soleil. Mais les astronautes n'ont pas cette protection, ce qui signifie qu'ils sont très vulnérables aux coups de soleil sévères et aux températures extrêmement élevées. Une combinaison spatiale blanche les protège de la même manière que la peinture blanche sur les murs aide une pièce à rester plus fraîche. Les couleurs claires absorbent en effet 35% de chaleur en moins. Le blanc n'est toutefois pas la seule couleur de leur garde-robe. Lorsqu'ils se rendent dans l'espace ou reviennent sur Terre, ils portent parfois une combinaison orange vif. C'est une couleur qui attire l'attention, donc si quelque chose ne va pas pendant l'atterrissage et que les astronautes doivent quitter rapidement leur vaisseau, l'équipe de secours les repérera plus facilement. Mais les temps changent et aujourd'hui nous avons des outils plus sophistiqués pour localiser les astronautes qui ont besoin d'aide, comme des traceurs GPS et des transpondeurs, de sorte que les combinaisons n'ont plus tellement besoin d'être orange. Tu flottes dans l'espace et tout est paisible. Tu profites d'une vue magnifique sur l'infini sombre et tranquille, rempli de milliards d'étoiles, de planètes, de comètes, de soleils, de lunes et de tant d'autres choses que nous ne découvrirons probablement jamais. 95% de notre univers reste encore un mystère pour nous, mais au moins, la vue est géniale. Enfin, ce n'est vrai que si tu es bien attaché. Que se passe-t-il si quelque chose tourne mal pendant ta sortie dans l'espace et que tu te détaches ? La scène entière passe du rêve au cauchemar en une seconde. Mais ne t'inquiète pas, la NASA a conçu un jetpack spécial appelé SAFER, l'acronyme pour Simplified Aid for EVA Rescue. Il tire de l'azote comprimé à partir de 24 propulseurs et peut ainsi te ramener au vaisseau en toute sécurité. En théorie, tu pourrais aussi évacuer du gaz de ta combinaison, ou peut-être lancer un outil dans une direction afin de te pousser dans l'autre sens. Mais c'est délicat, car il faudrait que tu le lances précisément dans l'axe de ton centre de gravité. Sinon, tu commenceras à tourner de façon incontrôlable. Avant même de t'en rendre compte, tu seras tellement désorienté que tu n'auras plus aucune idée d'où aller, même si tu le pouvais. Toutefois, le SAFER détectera automatiquement la rotation et utilisera ses jets pour t'aider à rester orienté vers un point sûr. Il a fallu 10 jours aux scientifiques pour apprendre à un poisson rouge à conduire une voiture. Ils lui ont appris à déplacer son propre bocal vers une cible donnée, et en retour, le poisson recevait une friandise. Cette recherche pourrait bien nous aider à naviguer dans l'espace un jour. Il doit y avoir une certaine cartographie dans notre esprit. C'est ainsi que nous pouvons potentiellement relier les parties de notre corps et leurs mouvements aux changements que nous subissons dans l'espace. C'est ainsi que nous savons jusqu'où étendre notre bras pour attraper une tasse de café, sans aller trop loin et tout renverser. Le contrôle de nos mouvements n'est pas le même qu'en présence de la gravité, et nous devons déterminer si cette cartographie mentale diffère entre la Terre et la mer, ou si elle est universelle. Quand on dit que les scientifiques ont appris à un poisson à conduire, cela signifie que si le poisson voyait une cible, il devait toucher la paroi du bocal dans la direction souhaitée. De cette façon, les scientifiques pouvaient guider les roues et les déplacer là où le poisson voulait aller. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA.
Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalée ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire.
Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Haumea, Makemake, ont leur propre lune qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Haumea, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se déposent souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas, car ils ne veulent pas croire que la fin arrive.
Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé », dit-elle. Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible ? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre ? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau ? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie.
Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en deux parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde.